Donc j'ai une formation assez classique, on va dire, de formation de beaux-arts en fait. Et c'est vrai qu'assez tôt dans mon parcours, donc j'ai fait la Villa Arson à Nice, et assez tôt dans mon parcours, je me suis intéressé à la lutherie et donc aux relations entre le son et la sculpture. En fait, j'étais assez passionné au départ par les instruments de musique. Et, euh, et en fait, assez rapidement, je trouvais que l'objet prenait un peu trop le dessus sur l'écoute et sur les questions qui m'intéressaient au niveau du mouvement, de la dynamique et de la perception. Et du coup, je me suis de plus en plus concentré sur inventer des dispositifs, que ce soit de captation du son ou de diffusion, plutôt que de fabriquer des objets. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à travailler de l'installation sonore. Et puis après, je me suis un peu plus orienté sur les questions de cinéma élargi, donc de cinéma expérimental éclaté dans l'espace, et en gardant toujours cet amour pour la sculpture dans une approche assez minimale. Et donc je suis passé par donc la Villa Arson, ensuite la KHM à Cologne, l'école d'art et médias. Donc là j'ai pu travailler un peu plus sur les questions d'archéologie des médias, l'histoire, en fait, notamment au 19e siècle, l'histoire de l'invention des médias. Donc que ce soit les machines à enregistrer l'image en mouvement avec la naissance du cinéma, et puis les premières machines à enregistrer le son avec l'apparition du phonographe. Et puis ensuite, donc ça c'était en 2006, j'ai en même temps fait un travail théorique sur l'installation sonore en espace public en Belgique, dans le cadre d'un débat. L'invitation du portique ici donc, est dans un contexte un petit peu particulier, puisque donc, ça prend place dans la manifestation Arts Equana, dont la thématique cette année est à bruit. Et donc, on m'a proposé de venir exposer mon travail ici. Donc pour moi, c'était effectivement, ça me semblait assez à propos cette notion-là par rapport à une partie de mes recherches, puisque j'essaie de travailler sur les limites de la perception. Donc la question de la limite entre le son et le silence, pour moi, est quelque chose d'assez important. Et donc quand je suis venu voir le lieu ici, qu'on a défini un petit peu les possibilités à la fois de l'architecture et de l'environnement, notamment les questions du voisinage, etc., on est tombé assez rapidement d'accord sur la possibilité de présenter notamment Vent tendu. Parce que finalement c'est une pièce sonore, mais qui parle aussi beaucoup du silence, et qui permet en fait d'être ajustée vraiment et installée dans l'architecture. Donc le dispositif à chaque fois dépend un petit peu du lieu qui l'accueille. Et ici, l'architecture, notamment cet espace en longueur, permettait vraiment d'accueillir correctement Vent tendu. Donc il y avait aussi pour moi un choix comme ça un petit peu radical de ne présenter quasiment qu'une seule installation. Donc même si j'ai choisi finalement de présenter aussi un film muet avec, et de créer un dialogue comme ça entre le cinéma et l'installation, voilà, entre ces deux pièces, qui sont finalement presque un positif et un négatif l'une par rapport à l'autre. Le choix du titre Inertie pour cette exposition, bon, il y a déjà l'exercice de trouver un titre pour une exposition quand on présente très peu de pièces, donc est-ce qu'on rajoute un titre ou pas, donc c'est déjà un petit dilemme. Est-ce que je donne comme titre à l'exposition le titre de la pièce ou pas, ou est-ce que je trouve finalement un nouveau terme qui va chapeauter les deux pièces qui sont présentées là, à savoir donc, Vent tendu et Tracks. Et finalement la notion d'inertie, moi m'intéresse et ici permet d'articuler différentes problématiques. Et d'abord c'est une notion physique, donc ça parle de vitesse, de mouvement ou d'arrêt. Donc il y a ces phases transitoires pour moi qui sont inhérentes en fait aux deux travaux présentés ici. Donc l'un qui va être une vidéo en travelling, donc qui montre un mouvement, et l'autre qui est une pièce qui au premier abord semble complètement arrêtée, alors qu'en fait il y a un travail sur le son intégré, donc un mouvement à l'intérieur de la pièce. Et donc l'inertie, ça va être la notion physique d'inertie, c'est à la fois ce qui empêche un corps arrêté de se mettre en mouvement, mais c'est aussi ce qui va empêcher un corps en mouvement de s'arrêter. Donc en fait, on peut dire que l'inertie, ça va être l'inertie d'un corps, c'est ce qui l'empêche de changer de vitesse.
Donc ben voilà, l'œuvre principale présentée ici, donc c'est Vent tendu. Donc c'est ce câble en acier qui occupe toute la longueur en fait de l'espace. Donc les dimensions de l'installation sont définies à chaque fois par l'architecture qui accueille le dispositif. Et donc on est sur une pièce assez radicale, extrêmement minimale, puisqu'on rentre dans un espace et on a simplement une ligne d'acier tendue qui est fixée d'un côté au sol et qui traverse le mur opposé. Donc elle est placée à l'oblique. Donc de prime abord, on est sur quelque chose, on va dire, entre la ligne, presque un dessin dans l'espace, et une sculpture extrêmement minimale, puisqu'on aurait même du mal à parler de volume dans la mesure où il n'y a vraiment qu'une ligne dans l'espace. C'est un câble en acier inoxydable de 3 mm. Donc de prime abord, c'est une œuvre complètement arrêtée, immobile, donc visuellement en fait, qui va jouer de manière assez radicale avec le jeu des lignes de l'architecture, hein, donc les questions des angles, les questions des arêtes des murs, etc. Donc on a juste une ligne comme ça qui vient parasiter l'architecture et l'espace vide. On est dans un environnement à peu près silencieux, ou en tout cas on n'a pas une diffusion sonore volontaire, donc il y a les bruits environnants et rien d'autre qui est ajouté. Donc ça c'est la première perception du travail, du dispositif. Mais en fait si on s'approche du câble et qu'on le touche, on sent qu'il vibre. Donc ça ne se voit pas à l'œil, par contre si on pose les doigts sur le câble, on va sentir les vibrations à l'intérieur. Et si on pousse donc la curiosité un petit peu plus loin et qu'on pose la tête, et notamment l'oreille en fait, contre le câble, on peut écouter réellement un son qui est diffusé à l'intérieur. Donc en fait, par conduction osseuse, on a en fait le câble qui va venir... il faut s'appuyer le câble vraiment sur l'oreille, voire fermer le câble avec sa main. Et en fait, les vibrations mécaniques, solides, qui sont diffusées, qui sont émises dans le métal, sont conduites aux os en fait, du crâne et aux os de l'oreille interne. Et donc ça permet d'écouter. Donc on est vraiment dans une écoute réelle, c'est-à-dire que c'est vraiment du son qu'on entend. Finalement on pourrait dire que Vent tendu est un haut-parleur paradoxal. C'est-à-dire que c'est un petit peu le contraire d'un haut-parleur. Un haut-parleur il a vocation à une membrane en mouvement qui va faire vibrer l'air, qui va produire des ondes de pression dans l'air et donc produire du son. Et ici c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a une corde la plus fine possible tendue dans l'espace qui vibre et qui donc n'a pas de surface d'échange avec l'air. Donc ça reste muet, au cas de prime abord, ça reste complètement silencieux. Et le paradoxe est ensuite que par l'écoute solidienne, donc l'écoute de la matière et l'écoute par conduction osseuse, on écoute en fait un bruit de vent. C'est en fait des phonographies, des enregistrements de vent qui sont assemblés de manière aléatoire par un logiciel pour faire une bande-son infinie, donc il n'y a pas de début et pas de fin. Donc le début et la fin de l'écoute, à chaque fois, dépendent du temps d'écoute de chaque visiteur. Donc il y a vraiment un parti pris de ne pas avoir une pièce évolutive, il n'y a pas une pièce avec un ordre, c'est juste des variations à l'infini. Et donc voilà, j'ai choisi de présenter également Tracks, donc qui est une vidéo noir et blanc, que je placerai peut-être plus du côté du cinéma expérimental. Donc il y a pour moi une espèce de citation de tout ce qui est, on va dire, le film peint ou tout le travail sur la pellicule. Donc ici, on a un défilement vertical de lignes qui évoque le défilement du film. Donc le passage de la bobine 35 mm ou 16 mm dans le projecteur de cinéma et dans la caméra. Alors évidemment le paradoxe c'est qu'aujourd'hui en travaillant en numérique il n'y a plus du tout de défilement pellicule, mais il y a une espèce d'hommage, enfin une espèce de jeu en tout cas optique qui renvoie à ça, qui renvoie du coup à l'histoire du cinéma. C'est la vidéo dans son intégralité, c'est un travelling et rien d'autre que ça. Donc c'est une caméra en déplacement. Donc c'est une caméra posée sur des rails et en déplacement. Et en fait simplement c'est filmé depuis la fenêtre d'un train. Donc je suis dans le TGV et je filme par la fenêtre. Mais donc j'ai fait ce choix de renverser l'image, de renverser le paysage, donc de coucher la caméra pour filmer les voies de chemin de fer depuis le train, pour imposer en fait un renversement du paysage et donc imposer un regard
sur ces effets cinétiques en fait parallèles qui se passent à la fois au sol et puis parfois quand on passe par exemple dans des tunnels ou à proximité d'architecture, choses comme ça, tous les jeux de lignes en fait qui sont tracées, c'est-à-dire que c'est la vitesse de défilement du train qui fait qu'on a des lignes qui se tracent, des lignes parallèles qui se tracent dans le paysage. Voilà. Et donc un petit mot sur le titre qui est Tracks, donc il renvoie à la fois évidemment aux voies ferrées et à la piste, mais qui renvoie aussi à la piste audio ou à l'enregistrement, à la question de l'enregistrement. Le point de vue qu'on va avoir en regardant cette vidéo, c'est presque le point de vue qu'aurait la tête de lecture du vinyle quand elle regarde les pistes d'à côté, quoi. Voilà. Donc c'est presque comme si je regardais tourner un vinyle depuis le centre du vinyle, quoi. Voilà. Donc il y a ce jeu des pistes, des lignes parallèles, de l'écriture, du temps, et puis évidemment la relation historique qui existe entre le cinéma et les chemins de fer, puisqu'on a les premières images de cinéma qui sont les entrées de train en gare, ou les premiers travelling du cinéma qui sont les frères Lumière qui mettent des films à l'intérieur d'un train pour filmer la sortie d'un tunnel, des choses comme ça. Puis évidemment, après le western, la question du voyage, l'enregistrement du voyage, et puis le choix de garder un film muet, de faire référence aussi à l'art muet du cinéma, à l'histoire simplement de la capture du mouvement, et pas encore de celle du son. Et voilà, et de laisser finalement le visiteur, le regardeur imaginer le son qu'il veut là-dessus.